Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc à ce webinaire qui va vous informer sur les démarches à accomplir pour candidater en tant que EF2D pour le réseau de l'AEFE, donc enseignant formateur du second degré et où on va vous donner tout un tas d'indications sur les belles missions qui pourraient être les vôtres l'année prochaine dans le réseau, mais aussi sur tout ce qui relève de l'organisation administrative, c'est-à-dire les démarches à effectuer d'ici les potentiels entretiens qui vous seront proposés donc dans le courant de l'année 2025-2026 et plus précisément à la rentrée des vacances de Noël quelque temps après. Alors, avant de rentrer dans le détail de toutes ces informations, on est très heureux de pouvoir vous accueillir tous ensemble pour aborder donc ce webinaire qui va durer à peu près 1 heure. Et donc, nous avons à Paris, plus précisément maintenant à Saint-Ouen, Rosen Le Guenec. Rosen, je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et tous. Donc, Rosanne Le Guenec, je suis directrice de l'enseignement, de l'orientation et de la formation, qui est donc à l'agence à direction qui s'occupe, bon an mal an, de tout ce qui est pédagogique, de la TPS jusqu'à Parcoursup. Voilà, donc Rosen qui reviendra sur l'ensemble des missions qui seront les vôtres et en tout cas qui sont attendues pour les personnels qui rejoignent le réseau en tant qu'enseignants formateurs. Et d'ici à Nantes, où se trouve une deuxième antenne de la l'AEFE et où l'intégralité des personnels qui gèrent les personnels détachés pour les ressources humaines sont en poste ici. À ma gauche, vous avez Valérie Aubry qui va se présenter et qui va suivre vos dossiers. Oui, je suis chargée du recrutement des enseignants formateurs du second degré. Et à ma droite, Fabienne Chartier. Donc, chef du bureau du recrutement, des voyages et des missions. Voilà. Et moi-même, donc, Alain Houille, directeur des ressources humaines, ici aussi en poste, bien évidemment, à Nantes. Alors, je vais faire un petit propos introductif pour vous présenter ce qu'est le réseau. Je vois que nous sommes aujourd'hui une vingtaine de personnes connectées et certaines d'entre vous, sans doute, sont là pour la première fois en termes de candidature pour rejoindre le réseau de l'AEFE, donc de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Et puis d'autres sont déjà en poste et sont sans doute aussi très intéressés par les informations qui vont être aujourd'hui communiquées à ce webinaire. Alors, moi, je voudrais peut-être vous présenter dans un premier point l'agence en elle-même. Donc, l'agence, c'est l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. C'est un opérateur public qui est donc sous l'égide du ministère des Affaires étrangères et de l'Europe et qui, d'une manière générale, va gérer l'intégralité des personnels détachés de l'éducation nationale qui vont avoir un certain nombre de missions. Donc aujourd'hui, on est sur le quatrième webinaire et c'est le vôtre. On s'intéresse exclusivement aux personnels qui vont aller dans le réseau au niveau du second degré, y réaliser une action d'accompagnement des chefs d'établissement, mais surtout de formation de tous les personnels qui y travaillent. Et Rosanne reviendra plus spécifiquement sur ces actions-là. Et donc cette agence gère sur l'ensemble de la planète, dans 138 pays, plus de 600 établissements. Et donc, ces 600 établissements comptent de très nombreux personnels. Ce sont des personnels enseignants, administratifs, de vie scolaire, de santé, technique, bref, tout ce que vous pouvez connaître en établissement scolaire et que vous avez dans votre quotidien, dans les structures, là où vous êtes. Et l'agence pilote la gestion de ces établissements, ou en tout cas une très grande partie de ces établissements, à travers des zones qu'elle a découpées sur la planète pour gérer plus facilement ces structures. Donc aujourd'hui, on a sur le monde 16 zones géographiques et ces 16 zones géographiques retrouvent tous les établissements qui les concernent en termes de fonctionnement. Et ce qui caractérise ces zones géographiques aussi, c'est ce qu'on appelle les instituts régionaux de formation. Les instituts régionaux de formation, ce sont ces instituts pour lesquels vous serez en lien très régulièrement en tant que EF2D, puisque ils ont pour vocation d'organiser la formation de l'intégralité des personnels qui sont dans vos zones. Et donc ces personnels sont de différentes natures.
Ils peuvent être fonctionnaires de l'éducation nationale, en activité et détachés. Ils peuvent être fonctionnaires de l'éducation nationale, mais en disponibilité, ou alors ce sont aussi des personnels qui ne sont pas issus d'éducation nationale et qui peuvent être également, malgré tout, professeurs et avoir charge de classe, ou tous les autres types de missions que j'évoquais juste avant, d'encadrement, d'accompagnement des élèves ou de personnel de santé. Et donc, les IRF, c'est la clé de voûte, si je puis dire, de la formation dispensée dans le réseau et permettre à l'ensemble de toutes celles et ceux qui sont dans les établissements, eh bien, de monter en compétences, d'être accompagnés et d'avoir tout ce qui relève de droit à la formation tout au long de leur parcours. Et c'est là où vous entrez finalement en liste, puisque ce sont les formateurs du second degré qui, dans la très grande majorité des cas, sont amenés à organiser les formations. Et Rosanne reviendra sur le parcours, enfin pas sur le parcours, mais sur l'organisation qui conduit à définir un plan de formation régional par zone et ensuite, comment ces formations sont dispensées et quel est le rôle spécifique de l'EF2D dans cette configuration-là. Donc, mon premier point, c'était sur l'agence, son organisation et ses instituts régionaux de formation qui sont essentiels dans le réseau. Le deuxième, c'est peut-être pour revenir plus spécifiquement sur votre action. Vous serez implanté dans un établissement scolaire dans une zone. Vous aurez une décharge horaire assez importante pour pouvoir organiser évidemment ces missions de formation qui vous incombent. Et vous aurez charge de classe euh, à peu près 5 heures, plus ou moins 1 heure, pour être en lien avec la vie pédagogique de l'établissement et aussi pouvoir travailler avec les équipes pédagogiques de l'établissement dans lequel vous êtes rattaché. Mais vous allez avoir une énorme décharge qui va être liée à cette obligation de formation. Et cette formation que vous allez dispenser, elle se fait de plusieurs façons différentes. Elle peut se faire dans l'établissement où vous êtes si l'ensemble des personnels qui doivent être formés se trouvent dans la structure, mais elle peut être aussi dans un des établissements de la zone dans laquelle vous êtes affecté. Donc, mon deuxième propos, c'est plutôt celui-ci, c'est vous alerter ou vous sensibiliser au fait que enseignant-formateur du second degré, ça signifie aussi beaucoup de déplacements dans la zone et beaucoup de disponibilité. Il est vrai que vous ne serez pas souvent en continu dans votre établissement et à votre domicile. Les formations se déroulent sur 2 ou 3 jours. Il faut compter le temps de déplacement, la préparation de ces formations, le temps de la formation et le retour au domicile. Donc, il est vrai qu'un projet d'expatriation, ça se réfléchit en famille, mais un projet d'expatriation pour être enseignant-formateur du second degré, alors je dirais, ça se réfléchit d'autant plus que vous serez énormément sollicité en termes évidemment d'investissement dans la structure là où vous serez, mais aussi en termes de déplacement et de travail personnel à faire pour réaliser ces formations et ensuite les dispenser. Donc moi, je ne vais pas être plus long sur ce sujet-là. Mes 2 points, c'était la présentation de l'agence et finalement les contraintes que sont celles d'être EF2D en termes de déplacement et bien les avoir en tête. Mais avant de laisser la parole à Rosen qui va revenir sur le fonctionnement global et ce qu'on attend d'un EF2D, et je le redirai en conclusion, vous assurez que c'est le métier qui est déjà enseignant un des plus beaux du monde par rapport à tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on peut permettre de faire à nos élèves de grandir et de se construire. Mais alors, dans le réseau de la EFE, c'est quelque chose d'absolument enthousiasmant parce que vous allez découvrir des horizons différents, des cultures différentes, des personnels au parcours totalement variés et vous allez devoir les accompagner pour qu'ils puissent quand ils reviennent dans leur structure, réaliser leur mission d'enseignant ou de personnel administratif de façon la plus adaptée possible pour permettre aux élèves de réussir et de progresser. Et donc, c'est palpitant, c'est absolument renversant, mais c'est excessivement prenant, avec quelques contraintes, celles des déplacements qu'il ne faut surtout pas minorer, parce que c'est bien concret dans votre quotidien.
J'ai connu à travers mon parcours aussi des enseignants formateurs qui étaient en poste dans l'établissement lundi, mardi et quasiment 20 semaines d'affilée en déplacement mercredi, jeudi, retour vendredi, parfois le samedi quand les connexions aériennes ou ferroviaires n'étaient pas des plus adaptées pour un retour immédiatement après la mission. Donc ayez bien en tête que EF2D dans le réseau, ça veut dire aussi beaucoup bouger. Une fois qu'on a intégré ça, que le projet familial est bien réfléchi par rapport à ça, alors je pense que quand on est dans le réseau, on vit une aventure absolument merveilleuse. Et donc pour vous faire rêver un peu plus, eh ben, je vais vous laisser Rosen vous expliquer quelles sont les différentes missions qui vous concernent spécifiquement. Alors, j'ai la responsabilité de vendre du rêve et en même temps de vendre de la responsabilité, justement, hein. Donc, oui, alors, il y a beaucoup de choses, vous allez voir, qui vont rejoindre exactement ce qu'évoquait Alain Houille. Moi, je vais être sur le côté très pragmatique de ce que vous faites et de la manière dont, effectivement, vous intervenez sur le terrain. Sur l'agence, on a une caractéristique, c'est que l'agence investit la formation de manière importante, je vais dire, voire massive. Ça, c'est une chose qui est absolument entendue de notre côté. Et vous trouverez d'ailleurs, si vous nous rejoignez en zone, des plans de formation qui sont ambitieux, des formations qui sont nombreuses, et je vais revenir sur ce principe. Les formateurs à l'agence, ce sont 300 formateurs, premier, second degré. Vous représentez les formateurs du second degré, qui sont répartis, comme le disait Alain Houille, sur les 16 zones. C'est-à-dire qu'en zone, vous allez rejoindre en fait une équipe qui est constituée en général entre 10 et 15 formateurs du second degré. Vous êtes installé en zone, hein, ce qui ne vous empêche évidemment pas d'avoir, et j'y reviendrai tout à l'heure, des liens avec les collègues d'une même discipline au niveau monde et avoir des liens directs avec l'agence située à Paris et spécifiquement ma direction dont je disais tout à l'heure qu'elle porte les pédagogiques et on reviendra sur ce que nous construisons ensemble. Je vais repartir des IRF, parce que effectivement, les IRF, c'est la structure qui, en zone, a pour mission d'organiser tout ce qui tient de la formation. Ce sont des structures qui sont chapeautées en quelque sorte autour de deux instances. La première est très pédagogique, c'est le conseil pédagogique et scientifique qui est organisé et dirigé par un IAIPR référent. On a des IAIPR ici à l'agence, ils sont au nombre de 12 et chacun a effectivement voire deux IRF en responsabilité. Et puis sur place, un IEN qui lui est installé aussi en zone et que vous rencontrerez, ce qui veut dire d'ailleurs que second degré et premier degré travaillent régulièrement ensemble. Je vous rappelle que pour nombre de nos établissements, ils sont en continuité éducative de la petite section jusqu'à la terminale, ce qui explique que, évidemment, hein, le premier degré a connaissance du second degré et réciproquement. Donc, sur cette IRF, l'IRF a vocation effectivement de former l'ensemble des personnels. L'ensemble des personnels sur le réseau, c'est un peu plus de 50 000 personnels, hein, 51 000 personnels. Vous allez plutôt intervenir évidemment sur les personnels enseignants, hein, puisque vous êtes recruté sur une discipline. Mais ensuite, on va vous demander des missions ou une vision beaucoup plus transversale. Comment se passe la formation à l'agence, puisque c'est elle, hein, qui, par le Code de l'éducation, a cette responsabilité. La première chose que l'on fait, et qui est assez atypique de ce qu'on a en académie, c'est que chaque personnel a un compte et il va exprimer des besoins de formation. Donc nous avons pour le réseau la remontée de l'ensemble des besoins de formation exprimés. Ces besoins de formation exprimés, ils passent par ce qu'on appelle la cellule de formation continue en établissement et ils nous remontent dans le cadre des IRF. Et très souvent, vous êtes aux côtés, en quelque sorte, aussi des IAIPR pour discuter de ces remontées de besoins. Le deuxième axe, évidemment,
puisque nous sommes sur des établissements qui sont des établissements homologués par le ministère de l'Éducation nationale. Vous allez retrouver dans les établissements exactement ce que l'on retrouve lorsque l'on est en académie, c'est-à-dire des formations qui vont être constituées autour de l'actualité pédagogique. Cette année, bien évidemment, nous allons former plus particulièrement en mathématiques avec la nouvelle épreuve en classe de première. Nous allons former sur les nouvelles épreuves ou la révision des épreuves du DNB. Hein, on a cet ensemble. Et puis, vous avez les spécificités qui sont celles effectivement du réseau, que l'on appelle les axes un peu stratégiques du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et de l'Agence, à commencer par exemple par le plurilinguisme. Puisque nos élèves ont cette caractéristique souvent de maîtriser et fort bien maîtriser plusieurs langues. Donc, nous avons installé pas mal de bacs français international. Ce qui veut dire que à partir de là, vous allez avoir une dimension qui est celle d'ingénierie, un petit peu de formation. Les IPR sont là évidemment pour en discuter, mais il y a des choix et vous allez aider aux choix qui sont faits sur ces formations. Les formations, elles sont de plusieurs types. Et Alain Houille, le directeur des ressources humaines, l'évoquait tout de suite, mais il évoquait le nombre de missions. Il faut bien envisager qu'au niveau des IRF, nous avons des actions de formation dites zones, c'est-à-dire que de l'ensemble de la zone, les enseignants vont converger vers l'IRF ou vers un établissement support qui va accueillir les formations. Et à vous, évidemment, de décliner ces formations en zone. Nous avons parfois des formations interzones, quand on est en transversal ou par exemple sur des thématiques où on peut faire se rejoindre deux zones. Et puis, ce qui engage aussi beaucoup de déplacements, ce sont les actions de formation établissement qui sont très personnalisées, c'est-à-dire que c'est avec les équipes et les chefs d'établissement des établissements que vous allez concevoir des actions de formation que moi j'appelle de la broderie, puisque là on est sur des demandes effectivement d'équipes. Donc vous voyez qu'on a une déclinaison. Je vais en rajouter une tout de suite. Ce sont les formations agences, puisque une fois que vous rentrez sur l'AEFE, il faut savoir que nous continuons de former nos formateurs. Et ces formations de formateurs, très souvent, soit dans un cadre disciplinaire, soit sur des thématiques particulières. Je pense par exemple à l'innovation pédagogique. Ce sont effectivement des formations qui se tiennent à l'agence. À partir de là, eh bien, nous allons décliner un plan de formation qui est un plan de formation de zone, qui est assez contextualisé et avec des grandes thématiques. La première des thématiques que nous engageons et dans laquelle, en général, on engage tous nos formateurs, c'est celle de la formation des personnels à professionnaliser. Monsieur Houille, évoquait tout à l'heure le fait qu'on a des enseignants avec des statuts différents. Nous avons notamment les professeurs de droit local, et ces professeurs de droit local, on met en place effectivement pour les faire rentrer dans le métier puis consolider leurs compétences, des parcours de formation qui sont accompagnés par les formateurs. Donc, ce bloc-là est extrêmement important puisqu'il va dans la professionnalisation. Et puis après, nous avons toutes les déclinaisons de formation, qu'elles soient thématiques, liées à vos disciplines, qu'elles soient transversales ou qu'elles soient en interdegré. Voilà à peu près les champs sur lesquels vous êtes. Il y a un dernier point que j'aimerais aborder, et ça rejoint effectivement les propos tenus par mon collègue, c'est le rôle que vous portez dans ces établissements et en zone. Très souvent, les formateurs sont aux côtés, accompagnent les équipes et c'est très important en zone. Vous tenez un rôle qui est important, donc on attend de vous à la fois de l'engagement,
de l'exemplarité, hein. Vous représentez effectivement la parole pédagogique dans les zones, donc en lien évidemment à chaque fois avec les IAIPR, et vous verrez que vous travaillez très souvent avec l'agence. Vous êtes en flux d'informations très régulier avec les IPR de zone et avec l'IPR disciplinaire dont vous dépendez. Voilà à peu près sur les éléments. Je pense que sur les questions, on reviendra peut-être sur des points peut-être plus spécifiques. Merci Rosen pour toutes ces précisions. Pour vous dire que vous pouvez aussi poser vos questions dans le chat qui est aujourd'hui accessible mais pas visible par vous. En revanche, nous, on l'a bien en direct, que ce soit Rosen ou nous, et on peut répondre ensuite aux différentes questions qui sont posées quand elles apparaissent ici sur nos écrans. Du coup, je vais laisser la parole à Valérie pour vous exposer le dossier de candidature, la procédure à suivre et puis tous les éléments importants à joindre au dossier. Oui, alors je vais vous présenter la procédure à suivre pour candidater sur les postes de F2D, sachant que vous avez beaucoup d'informations sur le site de l'AFE, alors n'hésitez pas à le consulter. Donc la procédure, donc nous avons publié 60 postes de F2D et vous avez jusqu'au 29 septembre inclus pour saisir votre dossier de candidature sur le site. Une fois que vous l'avez saisi, vous validez votre dossier et vous le téléchargez. Et après, vous devez nous le transmettre via France Transfert avec tous les justificatifs qui sont demandés. Donc, il y a une petite précision sur l'envoi du dossier. Il faut l'envoyer en un seul PDF. Respecter l'ordre des pièces pour les pièces jointes, si possible. Ne pas oublier de la rubrique des motivations des vœux sur votre dossier, l'étape 6, qui est différente de celle de la motivation, la lettre de motivation. On vous invite aussi à étendre vos vœux géographiques au maximum. Si des postes se libèrent en cours d'année, ça me donnera la possibilité éventuellement de postuler sur d'autres postes. Et privilégiez aussi l'adresse mail personnelle dans votre dossier. Donc, en parallèle, vous devez aussi transmettre votre dossier via la voie hiérarchique, donc à votre supérieur hiérarchique. Si c'est en France, donc votre supérieur hiérarchique, chef d'établissement, et ensuite il transmettra au niveau du rectorat. Si vous êtes à l'étranger, ce sera transmis au niveau du COCAC. Nous avons indiqué, je crois, la date jusqu'au 17 octobre pour la réception des avis hiérarchiques. On vous invite à suivre votre demande et l'envoyer le plus tôt possible. Ensuite, une fois qu'on a réceptionné votre dossier, vous allez recevoir un accusé de réception qui indique si votre dossier est recevable, irrecevable ou un vivier complémentaire. Pour que votre dossier soit recevable, il faut être titulaire de la fonction publique, justifié d'un minimum de 2 ans de service effectif en tant que titulaire du second degré à la date de la prise de fonction. Il faut être titulaire de la discipline du poste, être dans l'une des positions administratives suivantes, donc soit en position d'activité, de congé parental, de disponibilité ou de détachement. Être en fin de détachement au 31 août 2026 et ne pas avoir demandé de renouvellement de détachement. Et ne pas avoir demandé de détachement pour un poste détaché d'enseignement pour la rentrée 2026. Alors, ensuite, les dossiers sont étudiés au niveau du bureau de recrutement et quelques critères de sélection sont les suivants. En priorité, c'est votre expérience de formateur qui est étudiée. Donc l'animation de formation, l'accompagnement de stagiaires, le tutorat, la conception de formation, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Il faut avoir une expérience récente en collège et en lycée. Et donc être titulaire du CAFA, ce n'est pas obligatoire. Bon, c'est un plus pour votre candidature. Donc, une fois que les dossiers ont été étudiés, on envoie les invitations aux entretiens. Les entretiens auront lieu du 5 au 20 février. Donc, on vous enverra une information par mail à partir normalement du 23 janvier. Tous les candidats recevront un courrier, soit vous êtes retenu pour passer un entretien, donc on vous envoie en même temps les modalités de l'entretien. Soit votre dossier ne satisfait pas aux conditions attendues, et là, dans ces cas-là, on vous envoie un message en vous indiquant les motifs de la non-sélection.
L'entretien d'une durée de 30 minutes, il aura lieu normalement en présentiel à Nantes pour les personnes qui sont en poste en métropole et en distanciel pour les autres candidats. L'entretien il est composé d'un temps de présentation du candidat ou de la candidate, suivi d'un temps d'échange avec les membres de la commission. Il doit permettre de mettre en évidence les motivations et les qualités personnelles, les atouts du parcours professionnel, l'adéquation à la candidature au poste correspondant aux vœux et au-delà à d'autres postes en fonction des besoins de l'AEFE. La composition du jury, elle est communiquée avec l'invitation d'entretien, ainsi qu'une note qui explique le déroulé de l'entretien. À l'issue des entretiens, il y a une commission consultative paritaire centrale qui se réunit et qui valide le recrutement. Donc, normalement, elle se réunit début mars. Donc, vous aurez, suite à cette CCCP, vous recevrez une réponse. Donc, soit vous recevez une proposition de poste, vous avez environ une petite semaine pour répondre, accepter ou refuser le poste, soit vous êtes classé sur un ou plusieurs postes, ou alors vous n'êtes pas retenu et on vous précise le motif dans ce cas-là. Donc, le bureau de recrutement se charge de l'envoi des propositions de poste et gère le suivi. Les propositions de poste sont sous réserve de l'accord de détachement du ministère d'origine, ainsi que de la délivrance de l'agrément par le poste diplomatique. Donc, le BR se charge des demandes et des suivis de l'accord de détachement et d'agrément. Une fois ces accords actés, la phase de recrutement est achevée, les dossiers sont transférés après à nos services de gestion administrative. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Valérie, pour toutes ces précisions. Peut-être avant de laisser la parole à Fabienne, revenir sur ce point important qui est l'entretien. Et comme cela vous a été dit, c'est 30 minutes. Sur ces 30 minutes, vous en avez 10 qui sont dédiées, on va dire, à votre propre présentation. Et c'est peut-être sur ces 10 premières minutes qu'il va falloir prendre le temps de mettre en avant toutes les compétences que vous avez et que vous pourriez mettre au service du réseau. Il est vrai qu'on n'est pas tous nécessairement bien formés à cet exercice de passer devant une commission pour avoir ensuite une opportunité professionnelle. Donc c'est un exercice qui est parfois un peu déconcertant, surtout que face à vous, il y a plusieurs personnes qui seront amenées à intervenir si elles le souhaitent. Mais ces 10 premières minutes, si je puis me permettre, il ne faut vraiment pas que ce soit une relecture ou une réexplication de votre CV. Toutes celles et ceux qui seront à l'entretien l'auront lu, ils connaîtront votre parcours, et si vous avez été retenu, c'est qu'on a estimé à travers les pièces que vous avez pu nous transmettre, bien ma foi, votre profil intéresse l'agence. Donc il sera important, durant ces 10 minutes, que vous puissiez non pas revenir sur votre parcours, mais nous expliquer pourquoi le parcours que vous avez eu vous permet d'avoir développé des compétences et dans quelle mesure et comment vous allez pouvoir les mettre au service du réseau. Alors évidemment, il ne s'agit pas de comprendre le fonctionnement de l'agence d'un seul coup d'un seul et de nous expliquer comment vous allez organiser la formation, mais vous savez que être formateur, c'est complexe. On s'adresse à des publics qui sont variés. Là, vous avez des publics qui seront parfois titulaires, d'autres ne le seront pas et dans un environnement multiculturel. Vous vous adresserez à un public qui ne maîtrise pas nécessairement les codes que vous connaissez à travers votre éducation, votre système éducatif franco-français, puisque parfois le personnel recruté localement est un personnel du pays qui a certes une certaine compétence en éducation et aussi en maîtrise de la langue française, mais qui n'a peut-être pas grandi en France et qui n'a pas toute cette référence à notre mode de fonctionnement, à nos approches. Et donc, en ça, c'est un exercice qui est aussi complexe, la formation dans les établissements français de l'étranger, parce qu'elle s'adresse à des publics qui sont complètement différents en termes de culture, en termes de parcours, en termes de compétences. Et donc, ces 10 minutes-là, je pense qu'il faut les soigner, puisque c'est celles ensuite qui vont nous permettre de rebondir et de vous poser un certain nombre de questions. Et évidemment, le parcours de formateur que vous aurez pu avoir avant, il nous sera franchement essentiel aussi dans la lecture qu'on aura de vos possibles compétences qu'on pourra réexploiter au niveau du réseau. Voilà. Donc du coup, maintenant, je vais laisser la parole à Fabienne qui va revenir plus spécifiquement sur la mission, la durée, le contrat
Et puis, n'hésitez toujours pas à compléter le chat de vos questions. On y répond au fur et à mesure qu'elles apparaissent. Très bien, merci. Donc, effectivement, je vais continuer avec le statut des contrats qui sont proposés à l'agence. Donc, le recrutement sur nos postes d'enseignants formateurs du second degré se fait par le biais d'un contrat, un contrat de 3 ans renouvelable 2 fois par période d'1 an. Donc, c'est 5 ans maximum sur le poste. Et ce contrat est adossé à un détachement. Donc, en fait, nous demandons le détachement auprès du ministère de l'Éducation nationale. Je vous invite en fait à consulter la note qui est parue au BO du 28 août dernier, qui précise les conditions de détachement qui sont vraiment particulières. Si nous n'obtenons pas le détachement, nous ne pourrons pas établir votre contrat. Cette année, il y a une particularité. Nous proposons d'autres types de postes de détachés dans le réseau des établissements français à l'étranger, les postes d'enseignants, en fait, sans mission de formation particulière. Et le recrutement pour ces postes d'enseignants sera validé en commission paritaire vers la mi-décembre. Donc, si vous êtes également candidat sur ce type de poste et que vous acceptez un poste d'enseignant, nous ne pourrons pas continuer sur le recrutement en qualité de formateur. Il vous faudra faire un choix et si vous choisissez le poste d'enseignant, la candidature de formateur tombe de fait parce qu'il ne peut pas on ne peut pas envoyer 2 demandes de détachement au ministère de l'Éducation nationale. Donc c'est un point important. Regardez par curiosité cette note qui est parue au BO du 28 août. Donc le contrat proposé, les conditions, on va dire financières, vous allez garder votre traitement indiciaire français, auquel va s'ajouter une indemnité mensuelle qui dépend en fait du pays dans lequel vous allez être affecté. Donc, cette indemnité peut être parfois très importante, mais comme elle est liée aux conditions de vie, en fait, ça permet de compenser ces différences de train de vie entre la France et l'étranger. Et si vous avez des enfants, il y a également des majorations familiales qui sont versées et qui permettent de participer aux frais de scolarité qui vous sont demandés pour la scolarisation dans nos établissements. Je vous invite aussi, si ce projet, on l'a dit, est un projet à la fois professionnel et familial, si vous avez des enfants, je vous invite quand même à regarder les possibilités de scolarisation dans l'établissement dans lequel est rattaché le poste, parce que les possibilités de scolarisation peuvent parfois différer, et de vous assurer qu'il y a une possibilité de scolarité en direct pour vos enfants ou sinon par le CNED. C'est un point important, parce qu'effectivement, les collègues ne le mesurent pas toujours. Un autre point donc administratif, ce contrat est un contrat donc de détaché. L'AEFE prend en charge le voyage de nomination et le voyage de fin de mission pour vous et votre famille. Et il y a pendant la durée du contrat aussi une prise en charge de voyage de congé qui peut intervenir soit tous les ans, soit tous les 2 ans, soit tous les 3 ans, en fonction d'un temps de séjour fixé par arrêté. Ça dépend du pays dans lequel vous êtes affecté. Donc, ça peut être très variable. Et il y a également le versement d'une indemnité de changement de résidence qui, elle, dépend de votre lieu de départ et du lieu d'affectation en qualité de F2D à l'étranger. Elle est versée donc à la nomination et à la fin de mission, et c'est un montant forfaitaire qui est calculé en fonction de la composition de la famille. Voilà. Je vois qu'il y a une question qui paraît sur le chat concernant le montant des indemnités par pays. Ce n'est pas une base qui est consultable de façon publique, mais si on vous propose un poste, à ce moment-là, on pourra vous donner des indemnités, le montant de l'indemnité. On n'a pas de possibilité de mettre à disposition cette base de calcul. Un point qui est souvent évoqué aussi, c'est votre poste en France. En fait, l'Éducation nationale ne peut pas vous
mettre de côté, entre guillemets, votre poste pendant la durée du contrat. Donc, vous perdez votre poste et vous reparticiperez au mouvement à votre retour, soit un mouvement au sein de l'académie, ou alors si vous souhaitez changer d'académie au moment de votre retour, hein. Voilà les principales informations. Inciter à prendre contact avec à la fois les chefs d'établissement et les collègues qui sont déjà en place pour avoir plus d'informations sur toutes ces modalités pratiques pour chaque pays qui peuvent varier. Donc, voilà, des informations qui sont sans doute très importantes pour vous à un moment où vous vous questionnez sur votre avenir professionnel. Nous, on est bien sûr à vos côtés, tant en amont de la candidature qu'après pour vous accompagner une fois que les informations sont tombées. Je voudrais vraiment insister et vous redire à quel point une mission dans le réseau de la EFE est une mission passionnante. C'est un réseau qui scolarise un peu plus de 400 000 élèves en cette rentrée et qui sont répartis, donc, comme je vous le disais, dans 603 établissements, avec là aussi une caractéristique, c'est que la population des élèves qui sont dans ce lycée sont des élèves qui, à 2 tiers d'entre eux, ne sont pas des élèves français. Donc, derrière la formation qu'on donne aux professeurs et au personnel des structures scolaires, eh bien évidemment, c'est pour une portée directement auprès des élèves et c'est aussi une manière pour la France de contribuer à ce qu'on appelle la diplomatie d'influence, puisque ce sont nos valeurs, c'est notre programme, c'est notre système éducatif que l'on valorise, que l'on met en avant et que de nombreuses familles plébiscitent à travers la scolarité de leurs enfants. Donc il y a là aussi des enjeux importants pour nous en termes de rayonnement au niveau du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et c'est peut-être aussi un point sur lequel j'aimerais finalement peut-être réagir aussi. Quand on est fonctionnaire, on a des obligations, des devoirs, on a des droits bien sûr aussi, mais alors quand on est fonctionnaire à l'étranger, on entre dans une dimension qui, quand on ne l'a jamais vécue avant, est complètement différente. Vous êtes dans un pays et souvent il y a un lien très direct qui se fait avec l'ambassade de France dans le pays dans lequel vous vous trouvez, ou le consulat ou le consulat général de la ville dans laquelle vous êtes, et vous avez des parents qui sont très attentifs au fonctionnement de la structure scolaire. En fait, on est dans un monde où tout le monde s'observe et les représentants de la France sont particulièrement scrutés dans leur attitude, dans leurs propos, dans leur manière de faire. Et il faut aussi avoir en tête, quand on part à l'étranger, qu'on n'est pas dans le monde quotidien que l'on connaît quand on est en France ou quelque part, on a sa propre ville, on a son environnement familial, on a ses amis, on a son travail. Et quand on se promène dans la rue, on n'est pas plus différent que toutes celles et ceux qui s'y croisent avec vous. Alors que quand vous êtes à l'étranger, on va tout de suite repérer que vous n'êtes pas du pays. Et tout ce que vous pourrez dire, tout ce que vous pourrez faire, je dis pas sera retenu contre vous, mais c'est quand même un peu ça. Si on fait un faux pas à travers un propos, à travers une attitude, mais pas que pendant son activité professionnelle, aussi en dehors de cette activité professionnelle et dans le cadre de sa vie personnelle, eh bien, ça peut parfois prendre des proportions inattendues. Donc en fait, ce projet de parcours à l'international, c'est un projet, oui, vous l'aurez compris, fabuleux, mais qui est aussi exigeant sur certains points de vue et qui doit être mûrement réfléchi en amont. Je souhaite dire à quel point il est important que ce soit une décision qui soit prise en famille, réfléchie en famille, et en ayant étudié aussi ce qui se passerait dans le pays où vous seriez, tant pour vos enfants au niveau de scolarité que pour la famille au terme d'environnement. Parce que Fabienne vous l'a dit, nos établissements sont des établissements qui, bien souvent, dans la très grande majorité des cas, scolarisent des enfants de la petite section jusqu'à la classe de terminale. On gère le parcours complet de l'élève et on incite ensuite les élèves à venir faire leurs études supérieures en France. Et donc, il est important que vos enfants puissent trouver aussi la place qui est la leur dans la structure dans laquelle vous serez implantés. Donc, comme le disait aussi Fabienne, à un moment donné, il ne faut pas hésiter à vous rapprocher de l'établissement où on envisage d'implanter le poste de F2D. Vous aurez nécessairement quelqu'un qui sera là pour répondre à vos interrogations, pour vous dire ce qu'il en est de la vie dans la ville dans laquelle vous pourriez être.
Et puis, essayez aussi, par le biais des échanges que vous auriez avec cet établissement, de prendre contact avec le F2D, aujourd'hui en poste, et qui pourra vous dire aussi un peu le rythme qu'est le sien dans les formations qu'il dispense dans la zone. Parce que selon les zones, on n'est pas tout à fait dans les mêmes dispositions vis-à-vis des formations qu'on dispense en termes de déplacement. Il y a des zones qui peuvent être des zones dites pays, par exemple au Maroc, mais je ne suis pas certain qu'on ait un poste à pouvoir à la rentrée prochaine, mais on en a dans d'autres zones. Donc là, le déplacement est réduit à l'échelle du pays et parfois on va d'un établissement à l'autre qui sont pas très loin les uns des autres. Et puis après, vous avez des zones qui sont un peu plus éclatées, pour ne prendre que par exemple la zone Asie-Pacifique. Bon, bah forcément, là, on a des déplacements qui sont plus nombreux. Donc il est aussi important que vous soyez au fait de ces contraintes-là. Et du coup, ça me permet de réagir à une question directe qui vient d'apparaître sur le chat où on me demande si cette mission est compatible pour un parent seul non accompagné par son conjoint. Alors, on reçoit toutes les candidatures, je vous l'ai dit, nous, on n'a bien évidemment aucun filtre sur les dossiers qui nous sont renvoyés et il n'est pas question un seul instant qu'on s'intéresse à votre condition de vie personnelle. Ça, ce n'est pas le domaine qui nous appartient de juger ou même de rentrer. En revanche, avec tout ce que je viens de vous dire et avec toutes les précautions oratoires nécessaires, si vous êtes papa ou maman avec charge d'enfant seul et sans conjoint, euh, il me semble que c'est complexe de concilier la mission de formateur et les déplacements qui y sont associés à votre rôle essentiel aussi de parent. Donc, ça dépend de beaucoup de critères, ça va dépendre de l'âge de l'enfant, de la façon dont vous pourriez organiser les choses sur place et pour lesquelles vous pourriez éventuellement vous renseigner en amont. Mais je le redis du coup de manière encore plus insistante, ce projet d'expatriation doit mûrement se réfléchir avant le départ, parce qu'une fois que vous êtes parti, que le poste vous est confié, et si la mission finalement est trop complexe ou ne vous convient pas d'un point de vue équilibre personnel, professionnel, votre seule solution sera le retour. Et le retour, ce sera nécessairement un retour vers un autre monde que celui que vous avez quitté. Parce que peut-être vous retournerez dans l'académie, mais la probabilité de retrouver le poste que vous aviez est très faible, surtout si c'est juste quelques temps plus tard. Donc, c'est bien à prendre en compte. Et si vous avez encore des doutes sur ce sujet, vous pouvez aussi nous contacter et on répondra par téléphone à tout ce questionnement, et notamment le bureau du recrutement. Mais c'est vrai que c'est un sujet, quand on est seul, à avoir charge d'enfants et en même temps avoir une mission de formateur. Ça peut s'approcher sous l'autre angle, celui qu'a évoqué tout à l'heure Fabienne, sur le contrat de détaché sur des missions d'enseignement, cette fois-ci, où là vous êtes en établissement et où votre quotidien est beaucoup plus proche de celui que vous connaissez en établissement scolaire actuel, là où vous êtes. Alors, il y a d'autres questions sur le travail du conjoint et sur son statut s'il est fonctionnaire. Donc, sur le travail du conjoint ou de la conjointe. Évidemment, il n'est pas évident pour la personne qui va vous suivre qu'elle trouve de manière immédiate un emploi, soit dans le pays, soit dans la ville, et encore moins dans l'établissement dans lequel vous allez vous trouver. Donc c'est pour ça que ça se réfléchit aussi en famille, parce que souvent, la personne qui vous accompagne a une période plus ou moins longue, et ça peut aller jusqu'à 5 ans, la durée de votre mission, où elle se retrouve sans activité professionnelle reconnue. Ce sont des situations qui sont à prendre en compte. Maintenant, si vous avez un poste, que votre conjoint ou conjointe est fonctionnaire, eh bien à ce moment-là, vous aurez un contrat de travail qui commencera au 1er septembre 2026. Et à ce titre, votre conjointe pourra ou conjoint pourra bénéficier immédiatement d'une disponibilité de droit pour suivi de conjoint. Et si cette personne est en plus enseignante ou enseignant, elle pourra envisager d'intégrer la structure selon les besoins qui se font connaître dans l'établissement, mais ce n'est ni une absolue nécessité ou certitude, ni quelque chose d'automatique. Donc ça veut dire que il faut avoir aussi en tête que cet environnement familial fera que dans un premier temps, sauf situation exceptionnelle et contraire, il y en aura un qui va travailler et l'autre qui va devoir
attendre un peu et voir sur place quelles sont les possibilités qui sont offertes. Alors, quand vous êtes enseignant, vous avez la possibilité de travailler dans le lycée, peut-être, en fonction des besoins exprimés, mais vous êtes en contrat local, vous n'êtes pas fonctionnaire détaché. Donc, il y a cette mise entre parenthèses de la carrière, dans tous les cas, fonctionnaire ou pas, de la personne qui va vous accompagner. Je ne sais pas, Rosane, si tu souhaites poser des questions supplémentaires sur, sur le projet, le fonctionnement pédagogique. On est revenu sur l'IRF, on a précisé les missions des uns et des autres, peut-être le lien qui s'articule avec les inspecteurs référents de zone, qui sont les inspecteurs pédagogiques, et que tu pilotes aussi directement et qui sont en poste à Paris. Mm. Mm. Oui, alors vous êtes, on le disait tout à l'heure, hein, vous êtes en zone avec une équipe qui est pluridisciplinaire, hein, vous allez être recruté sur une discipline et puis à vos côtés en zone, vous aurez toute une équipe qui sont d'autres disciplines. Si vous êtes en histoire-géographie, vous aurez un collègue formateur en mathématiques, en lettres, bon, une petite équipe. Et puis vous allez donc avec cette équipe travailler avec l'IAIPR qui est référent de la zone. Les IAIPR à l'agence sont des IPR disciplinaires, hein, pour le second degré, une équipe de 12, je le disais. Et ils sont en référence, donc vous allez de l'IRF, donc vous allez travailler effectivement avec eux, des échanges qui sont très réguliers, hein, le disais-je tout à l'heure. Et puis ce sont des relations de travail, hein, donc on construit ensemble un certain nombre d'éléments où vous apportez aussi vos pierres. Quand je disais la transversalité, par exemple, vous pouvez très bien être porteur aux côtés de l'IPR, hein, d'actions de formation, mais aussi de projets, hein, puisqu'on a des projets de zone qui existent ou des événements de zone auxquels, évidemment, vous pourrez abonder là-dessus. Ça, c'est le travail, effectivement, avec l'IPR référent de zone. Et puis, naturellement, comme vous allez être recruté dans une discipline, vous allez travailler aussi avec l'IAIPR qui est l'IAIPR de votre discipline. Il est à l'agence, ça peut être l'IAIPR référent de la zone, mais ça peut être un IAIPR différent. Donc en général, vous travaillez très souvent avec deux IAIPR, l'un pour la zone directement et l'autre pour votre discipline. Intéressant aussi de voir que vous allez aussi travailler en lien direct avec l'agence. Dans ma direction, on a un bureau de la formation et de l'innovation. Vous comprenez tout de suite que ce bureau-là vous est grand ouvert, hein, et vous est dédié. Et c'est avec les agents qui sont ici, hein, que vous allez les aider à notamment construire des parcours de formation. On a énormément de parcours, hein, que nous construisons nous-mêmes parce que vous l'avez compris, on est en contexte, hein, on est dans des contextes assez particuliers à l'étranger. On n'a pas l'environnement local d'une académie et nous avons tendance à construire nos parcours de formation et très souvent vous abonder, hein, sur la construction de ces parcours de formation. Donc vous avez un peu un rôle scalaire, hein, c'est-à-dire que vous allez être enseignant dans votre établissement, formateur pour la zone, et puis vous allez aussi être en lien avec nous à l'agence pour faire rayonner à la fois votre discipline au niveau mondial et aussi tous les parcours de formation que que nous construisons, ou alors intervenir tout bonnement sur des projets. On a des événements qui sont constitués dans le réseau et très souvent, nous avons des EF2D à nos côtés pour l'organisation de ces événements. Voilà à peu près Alain, sur les possibilités de travail. Moi, je reviens sur la charge, hein, et de travail qui était évoquée. C'est une charge importante de travail, à la fois de construction. Donc, il y a toute une partie intellectuelle, hein, qui est extrêmement stimulante. D'abord parce que vous créez, vous construisez, et parce que vous êtes en lien aussi avec des formateurs. On a une espèce euh, d'écosystème de formateurs qui est assez enthousiasmant dans le réseau, hein, et vous allez travailler évidemment avec des gens du monde entier, hein, souvent en distanciel bien sûr, hein. Donc nous, on équipe aussi les formateurs avec les différents outils qui vous permettront outils numériques notamment, qui vous permettront de travailler ensemble. Voilà à peu près sur l'écosystème de travail que vous aurez. Et puis, je reviens aussi sur la partie prenante alors, des missions, des déplacements, toute la partie organisation de l'année.
Hein. En général, on a un début d'année où on lance les formations et puis après, c'est très régulièrement que vous êtes sollicité, soit pour des formations en établissement, on l'articule avec les formations effectivement en zone, on l'articule avec la, la création, hein, et la manière, le travail pour préparer ces formations. Le DRH évoquait effectivement une décharge. Cette décharge, souvent, elle est matérialisée dans votre emploi du temps par 2 jours qui sont bloqués, soit en début de semaine, soit en fin de semaine, pour que vous puissiez assurer ce travail de préparation et assurer ce travail de déplacement, pour ne pas évidemment empiéter sur les heures de cours, parce que vous restez enseignant aussi, hein, sur quelques heures et pair parmi vos pairs. Et je compléterai aussi, hein, Rosanne, sur cette nouveauté auquel seront confrontées très, très probablement les personnes qui aujourd'hui sont en ligne, c'est le travail interdegré. Avec le premier degré, c'est vrai que quand on est enseignant en France, on est plutôt enseignant de la sixième à la terminale, mais du coup, peut-être les sensibiliser aussi, et y compris pour l'entretien, peut-être à cette nouveauté qui est que les enseignants du second degré formateurs seront aussi amenés à travailler avec des IEN, mais avec des professeurs du premier degré en formation. Mm, mm. Oui, c'est une dimension. Je disais tout à l'heure nos établissements sont souvent en continuité des petites classes jusqu'à Parcoursup, puisqu'on gère Parcoursup, hein, euh, à partir de l'agence pour nos élèves. Et automatiquement, on s'inscrit dans des continuités de parcours. Ça, c'est très important pour nous. Les chefs d'établissement les travaillent et ils s'appuient évidemment sur les formateurs premier, second degré. Et vous êtes, quand je disais transversalité, il y a aussi complémentarité. Hein. Quand là, on travaille à un plan, par exemple, langue française, il est évident qu'il y a une continuité, hein, de la manière dont on travaille les lettres dans nos établissements. Hein. Là-dessus, c'est évident. Quand on a installé les parcours plurilingues, dont je parlais tout à l'heure, il est absolument évident que ces parcours plurilingues, on les installe de la maternelle jusqu'à la terminale. Il y a des enseignements de langue, hein, dès le cycle 1 très souvent, et dès les très petites classes, hein, quelquefois à la demande des pays, parce que vous verrez que quand on évoque le contexte, il y a très souvent nos enseignements sont un petit peu plus denses, je veux dire ça comme ça, qu'en académie, puisque il y a des demandes qui peuvent émaner des pays dans lesquels vous êtes, de renforcer l'emploi du temps, soit avec des heures de langue, soit avec des heures d'histoire-géographie dans la langue du pays. Donc, on installe évidemment les choses en continuité. Sur les parcours de langue, on a des parcours qui, comme ça, s'inscrivent et embarquent, hein, les élèves progressivement des très petites classes jusqu'en terminale, avec pas mal de bacs français internationaux, évidemment, ou de sections européennes dans nos établissements. Donc, il y a ce regard sur le premier degré, peut-être sur la préparation, effectivement, de votre entretien. Moi, je réitère le fait qui a été évoqué, qu'il ne s'agit pas de dire tout ce que vous avez fait, parce que ça, vous l'aurez mis dans le dossier, mais de bien mettre l'accent sur vos compétences et les compétences que vous pouvez mettre au service du réseau. Ce qui veut dire qu'il faut avoir quand même, il faut s'être projeté sur ce qu'est ce réseau des établissements français à l'étranger. C'est important effectivement voilà, de voir ce qui est transposable effectivement au réseau. Eh bien, merci beaucoup, Rosen, pour ce complément. Et donc, en lien avec ce qui vient de se dire directement et dans cette perspective de l'entretien, peut-être deux choses. La première, n'hésitez pas à consulter le site internet de l'agence sur lequel vous trouverez de nombreuses informations et peut-être deux rapports d'activité à regarder précisément le dernier pour vous faire état de la situation de l'agence l'année dernière et celui qu'on pourrait dire de l'année 2022-2023 où on a analysé le fonctionnement des IRF, notamment qui ont été créés par la loi dans le Code de l'éducation au 1er janvier 2023. Donc, vous allez avoir dans ces rapports d'activité des éléments dédiés à la formation. Vous pouvez les regarder avec attention. Et puis, comme disait Rosen, il faut aussi savoir se projeter. Donc, dans les zones, dans la majeure partie des zones, on a des chargés de communication qui alimentent et produisent sur les réseaux sociaux des informations sur les IRF.
et aussi des sites Internet. Et sur ces sites Internet, vous allez retrouver bien souvent l'intégralité de toutes les formations qui ont pu être proposées au sein d'une zone, des informations spécifiques sur les projets de zone qui peuvent exister et auxquels la formation répond, et puis aussi tout un tas de comptes rendus. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'apprendre tous les comptes rendus par cœur, mais quand vous allez découvrir le compte rendu d'un conseil pédagogique et scientifique, c'est une des instances de l'IRF. Vous allez voir la place des formateurs, la façon dont les choses s'articulent, et ça va vous donner une idée du monde un peu différent qui s'ouvre à vous par rapport à ces missions qui seront, je l'espère, en tout cas les vôtres, à la rentrée prochaine. Bon, eh ben, je crois qu'on arrive au terme de ce webinaire qui était prévu pour 1 heure. On est très heureux d'avoir pu échanger avec vous et on espère que vous serez nombreux à passer, à être invités à venir passer un entretien ici, pour rappel, à Nantes, pour ces missions de formation pour le second degré pour la rentrée prochaine. Vous y serez bien accueillis, on sera heureux de vous avoir et on vous souhaite évidemment tout le meilleur pour la suite de votre parcours personnel et professionnel. Les équipes nantaises et de Saint-Ouen sont à vos côtés pour vous accompagner. N'hésitez pas à nous contacter. Et je crois que Fabienne a mis dans le chat, mais il n'est pas visible. Euh, Toutes les informations, tout le monde a dû le voir. Donc sur le chat commun à tout le monde, vous avez dû voir les informations d'adresse mail que vous connaissez déjà et que vous retrouvez sur le site. Mais n'hésitez pas à nous contacter. On vous remercie beaucoup pour votre attention. On vous souhaite une belle année scolaire avec tous les enjeux à la clé que vous connaissez. Et puis à très bientôt pour les entretiens et une nouvelle vie professionnelle dans le réseau. Merci et bonne journée. Au revoir. Au revoir.